Dans la vie, on se rend compte que ça fait longtemps qu'on travaille sur une version de soi qui n'est pas vraiment ce qu'on est ou ce qu'on a envie d'être. Droite, sans faille, toujours vainqueur, jamais vulnérable, un peu dragueur, un peu marrant, très sûr de lui. Et c'est pas du tout ce que je suis. Et on est parti à Amsterdam avec mon coloc pour genre tester nos limites. On y allait en voiture, on a fait 5-6 heures de route et on est arrivé. Honnêtement, on aurait pu s'amuser tout de suite, mais moi j'étais fatigué, je suis allé me coucher. Apparemment, c'est ça ma limite dans la vie. 5-6 heures de route, ce qui est pas ouf comme limite dans la vie. Putain, t'es allé à Amsterdam, c'est quoi qui t'a défoncé? La route. Alex Lutz. Thérèse, ouvre, ça pue, il y a quelque chose de mort, c'est toi, ouvre. Ça a été un des premiers humoristes qui m'a écouté, qui a pris le temps de me répondre et de me donner des conseils, de m'orienter. Je me souviens, il m'avait donné son mail, il m'avait dit écoute, contacte-moi et j'essaierai de t'inviter à des événements, des trucs. Et au fur et à mesure, c'est devenu vraiment un ami, entre guillemets, et un conseiller. C'était un peu ma CPE, quoi. Il m'aidait à m'orienter. Il m'a aidé aussi à arriver au petit journal. C'est mon petit ange gardien, ouais. T'es de bonne humeur. Ah, c'est important que je sente ça, la bonne humeur, la fraîcheur, la joie de vivre, le sourire, le printemps, on donne, on donne, on donne, on donne. Un souvenir de l'ancienne tête à claque du petit journal. Voilà, on travaille beaucoup sur la surprise. Vous voyez, vous attendez pas où va venir la photo. Hop. D'accord. Regardez juste ici. Hop, et ben non, c'était en bas. En vrai, ce qui est fou, c'est que j'y étais à 17 ans, ça n'a aucun sens. D'être devant 2 millions de personnes aussitôt, ça n'a aucun sens. C'est très bizarre. Ce qui m'a peut-être fragilisé pour la suite, c'était ce côté-là, d'avoir l'impression que dès que je fais quelque chose, ça va être épié ou regardé. Ça, c'était un peu bizarre. Et c'est beaucoup plus détente maintenant avec la scène, parce que je suis devant 250 personnes par soir, donc c'est pas le même délire. C'est cool, hein, mais c'est pas du tout le même sentiment à l'intérieur. Je me pose une question depuis que je suis petit, c'est pourquoi c'est nous les maîtres du monde? Les humains. Tu sais, les animaux dans leur équipe, ils ont des lions, des ours, des loups, c'est eux qui devraient gagner. Pourquoi c'est nous? Et j'ai regardé un peu sur internet, si on est puissant les humains, c'est parce qu'on s'est associé entre groupes d'humains faibles, et c'est comme ça qu'on est devenu puissant et qu'on a grimpé l'échelle. Toujours 2 groupes d'humains faibles, ah bam, on devient fort. Les ch'tis, les Marseillais, bam, les anges de la télé-réalité. C'est ça à chaque fois. Ça vous arrive encore de voler le carnet d'adresse des gens avec qui vous travaillez? Alors non, ça m'était arrivé, ouais, une fois. J'ai travaillé dans une agence d'attaché de presse et en fait, je faisais un stage d'1 semaine. En 3e, je les avais harcelés pour faire ce stage. Et je voyais leur carnet d'adresse avec plein de gens, de noms de gens connus et tout. Et puis à un moment, je me souviens, juste avant de partir, je me suis dit, prends-le quoi, vole-le. Et donc j'ai mis une petite clé USB, j'avais pris tout leur carnet d'adresse et après j'avais appelé plein de restas. Ouais, j'avais appelé Depardieu pour lui dire voilà, je crois que j'avais quel âge, donc j'étais en 3e, je devais avoir quoi, 14-15 ans. Et je dis ouais, je fais des petites interviews, j'aimerais vous interviewer. Il m'avait dit tu veux pas faire ce métier, c'est un métier de merde, journaliste, faut que tu fasses autre chose, t'aimerais faire quoi? Et je dis bah je crois que j'aimerais peut-être être architecte aussi. Il m'a dit bah faut que tu regardes, il m'avait donné plein de noms d'architectes japonais. Et il m'avait dit raccroche, on se rappelle demain, tu vas regarder tout ça. Et puis le lendemain je l'avais rappelé et puis il m'a dit alors, il se souvenait de moi et tout, il m'a dit alors, puis on avait parlé un peu d'architecture, c'était génial. Et à la fin il m'avait dit écoute, fais ce que tu veux, mais si tu veux faire du beau, fais du beau, t'excuses pas. J'ai mis du coup on fera l'interview, il m'a dit non, arrête de me faire chier, il avait raccroché. Mais c'était cool. Déjà, quand on allait voir le dealer, je stressais. J'arrive près de lui, beaucoup trop près de lui. Et je lui ai dit, t'as de la cam, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas dans quelle série je me croyais, mais elle est très mal doublée en français. Okay. Et il m'a répondu, j'ai toute la cam qu'il te faut, mec. On était dans la même série. Farid, Jason Brokers, sur des belles... Les 3 ils m'aident pour la scène. Farid c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est celui qui m'apprend aussi à prendre soin des silences. Parce que tu as vu, je parle tout le temps, c'est chiant. Donc il m'apprend à retenir des propos et à cacher ses propos, ça c'est intéressant. Jason, il m'apprend la blague. Il m'apprend à comprendre la puissance d'une blague et d'une punchline. Et Adib, il m'apprend la poésie. Il m'apprend à faire danser les mots, à les faire, je sais pas comment dire, tournicoter une idée, ne pas la montrer frontalement, aller danser, aller sur plein de zones et de tons et d'ambiance avec une même idée. Il m'apprend un petit peu à naviguer tout doucement dans l'humour. Donc les 3 pour moi c'est des phares. C'est quoi être un homme en 2020? Être un homme en 2020, je pense que c'est ne plus se poser la question de ce que c'est qu'être un homme en 2020. Ça aussi, je le raconte pas mal dans le spectacle parce que je raconte ça à travers mon père qui a plus de 60 ans.
à travers mon coloc à 40 ans et à travers mon spectre aussi de mecs qui rentrent dans la vingtaine. Et je pense que pendant longtemps, un homme, c'était le bûcheron, celui qui doit voilà, subvenir aux besoins de tout le monde et qui doit tout bloquer dès qu'il y a des sentiments, dès qu'il y a du doute, dès qu'il y a du questionnement, il doit enfoncer tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette chance en tant qu'homme de pouvoir se relâcher un petit peu là-dessus, sur les sentiments, de pouvoir un peu plus assumer notre vulnérabilité. C'est compliqué, mais c'est à la fois agréable et c'est une chance. Et je pense que vraiment, si tu te poses la question de mais est-ce que je suis un homme là, est-ce qu'en faisant ça je suis un homme ou pas, je pense que tu es sur la mauvaise piste. Je pense que justement c'est de plus se poser la question, parce que je pense que mon père ou les hommes comme ça dans les années 50, ils se posent souvent la question, ou du moins inconsciemment ils se la posent de je dois agir comme ça parce que c'est ce qu'un homme doit faire. Et le jour où on oubliera cette petite voix dans notre tête qui nous dit mais ça c'est pas un truc de mec, on sera gagnant quoi. Il y a 135 000 Didier en France, nous avons décidé de tous les rencontrer. Non, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un élève qui fait pour se battre. Aujourd'hui, Didier, 42 ans, professeur de géographie. Bonjour à tous. Le seul professeur de l'éducation nationale reconnu mythomane. Désolé, j'étais dans les bouchons. Avec ma Porsche. Le pire bide que vous ayez pris sur scène. C'est plus dur de parler de bide que de rupture. C'est bizarre, hein, mais c'est le même sentiment, quoi. Sauf que tu as l'impression d'avoir rompu avec 500 personnes en même temps. C'est horrible. La Cigale. J'ai fait un plateau à la Cigale il y a 2 ans et demi. Et c'était même pas sur mon texte. Je crois que j'ai eu un rire sur un moment, j'ai toussé pendant une blague et les gens rigolaient. J'ai même pas eu un rire sur ce que moi je voulais. C'était compliqué, hein. Je suis sorti de là, je me suis enfermé dans une loge pendant 2 heures et juste j'ai regardé le sol comme ça. Après t'as Farid qui venait toquer, qui me disait ça va, faut me laisser là. Le beat c'est très formateur. Parce qu'une fois que tu touches, que tu as atteint le fond du baril, tu peux que remonter, donc ça c'est assez cool. Soit tu te laisses très affecter, dans ce cas c'est dangereux, soit tu te dis bon bah nique sa mère, demain je ferai mieux quoi. Après ce qui est assez intéressant c'est de voir que ce dont tu as le plus peur c'est pas si grave que ça, parce que moi je me souviens j'étais sorti et j'avais reçu des messages sur les réseaux de ah, c'était cool etc, alors que vraiment il n'y avait pas eu de rire quoi. Mais le propos était sympa et puis il y avait des blagousses quoi et les gens ils avaient rigolé, donc c'était intéressant de voir que ce que je redoutais le plus c'était pas si grave. Quand j'avais 11-12 ans, j'ai interviewé Orelsan, qui est un des rappeurs les plus connus en France. Et j'étais super content, l'interview s'était bien passée. J'avais juste oublié d'allumer le micro. Donc du coup, la moitié de la... ça va, hein oh, hein, ça va, hein. Et donc du coup, la moitié de l'interview était partie à la poubelle. On avait réussi à récupérer du son avec des iPhones, c'était un peu la merde. Et je me souviens que j'avais terminé le montage, je l'avais montré à mon père. Et il m'avait regardé, il m'avait dit « Tu t'es foiré là, hein. Bon, respire un bon coup, travaille un bon coup, la prochaine fois tu feras mieux. » Merci d'avoir écouté un jeune. Dans la vie, on se rend compte que ça fait longtemps qu'on travaille sur une version de soi qui n'est pas vraiment ce qu'on est ou ce qu'on a envie d'être. Droite, sans faille, toujours vainqueur, jamais vulnérable, un peu dragueur, un peu marrant, très sûr de lui. Et c'est pas du tout ce que je suis. Donc c'est des questionnements un peu flippants, hein. J'y pense souvent le soir, je t'avoue, pas du tout en pleurant, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Mais j'y pense le soir, en regardant mon plafond. Qu'est-ce que je fais de ces papiers? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas très écolo de faire ça? Faites ça avec un petit iPad. Ok.